En janvier de l'année 2018, dans le petit village carpatique de Jablonitsia, situé sur le versant d'une des crêtes des monts Tchernogora, s'est déroulée une histoire mystérieuse qui fait encore l'objet de discussions tant parmi les habitants que dans les cercles d'amateurs d'inexpliqués. Le touriste français Julien Baudin, un ingénieur lyonnais de 28 ans, est venu en Ukraine pour passer des vacances d'hiver dans les Carpates. Il avait prévu de faire du ski, de la randonnée et de visiter les attractions locales. Julien a loué un petit chalet en bois à la périphérie d'un village entouré de denses forêts d'épicéas et de sommets enneigés. Ses voisins se souviennent qu'il était amical et qu'il posait souvent des questions sur les sentiers locaux, les légendes et les lieux de pouvoir. Il s'intéressait particulièrement à la légende de la piste noire, une ancienne route forestière qui, selon les habitants, disparaît et réapparaît à volonté. Le soir du 19 janvier, Julien s'est rendu dans un restaurant local pour goûter au banoche et écouter de la musique traditionnelle Hutsul. Il y rencontre un groupe de touristes polonais. À 10 heures du soir, des caméras de surveillance l'ont enregistré en train de quitter le restaurant. Il se dirige vers son chalet, mais selon l'hôtesse du restaurant, avant de partir, Julien demande des indications sur le départ du sentier menant à la piste noire. C'est là que se termine la piste de Julien. Le matin du 20 janvier, le propriétaire du chalet découvre que Julien n'est pas rentré pour la nuit. Ses affaires n'ont pas été touchées, ses dos skis sont à l'entrée et le téléphone qu'il avait laissé en charge est sur la table. Le propriétaire a signalé sa disparition à la police locale et les recherches ont rapidement commencé. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Les sauveteurs locaux ont fouillé la campagne environnante, grimpant sur des chemins gelés à l'aide de chiens et de caméras thermiques. Cependant, les fortes chutes de neige ont rendu la tâche plus difficile. Toutes les pistes étaient recouvertes de neige fraîche et la température a chuté à moins 15 degrés centigrades. Après 2 jours de recherche, les chiens ont finalement détecté une légère odeur qui partait de la lisière du village et se dirigeait vers la forêt. Cette odeur les a conduits au début de la piste noire. À cet endroit, les sauveteurs ont fait une étrange découverte. Un des gants de Julien gisait dans la neige. Des traces de pas sont visibles tout autour, mais elles s'interrompent au bout d'une dizaine de mètres. Les habitants de la région qui participaient à la recherche ont commencé à faire état de sensations étranges. Certains affirment entendre des voix lointaines les appeler par leur nom. D'autres parlent d'un malaise soudain ou de sentir le regard de quelqu'un d'autre. La piste noire n'est pas un bon endroit, répètent les anciens en regardant les jeunes chercheurs. Cependant, les sauveteurs poursuivent leur travail. Une semaine après la disparition, aux abords du village voisin de Verkhovina, à 8 km de Jablonitsa, des habitants ont trouvé une chose étrange, le gant de Julien. Il gisait au milieu d'un ruisseau gelé et ses chaussettes ont été retrouvées à proximité. C'est alors que les sauveteurs tentent à nouveau de mettre les chiens sur la piste, mais ceux-ci refusent de travailler, gémissent et reculent. Dans le même temps, des rumeurs ont commencé à émerger. Les habitants ont commencé à blâmer la forêt, disant qu'elle avait pris le touriste. On racontait que la piste noire menait à d'anciens temples où des rituels avaient été célébrés. On disait que cet endroit était maudit et que ceux qui s'y aventuraient périssaient ou disparaissaient sans laisser de traces. Au 10e jour des recherches, l'un des sauveteurs a remarqué que la neige dans une partie de la forêt semblait avoir été piétinée, mais pas par des personnes. C'est dans cette zone qu'ils ont trouvé les objets éparpillés de Julien, son sac à dos, son pull et son portefeuille. Ce qui est étrange, c'est que tous les objets étaient bien rangés, comme si quelqu'un les avait délibérément déposés dans la neige. L'endroit se trouvait à 6 km du village, sur le flanc d'une montagne où personne ne se rend en hiver. Les cynologues et les sauveteurs
ont commencé à fouiller les environs, mais Julien est resté introuvable. Chaque jour qui passe, les efforts de recherche s'amenuisent. En raison des conditions météorologiques difficiles et des chutes de neige constantes, la zone est devenue presque impraticable, rendant tout progrès lent et dangereux. La 10e nuit après la disparition de Julien, les sauveteurs locaux ont décidé de suspendre temporairement les recherches, en se concentrant sur l'analyse détaillée des données recueillies et en planifiant de nouveaux itinéraires. Entre-temps, les journalistes se sont mobilisés et l'affaire a commencé à faire parler d'elle. Les médias français décrivent Julien comme un randonneur expérimenté, en pleine forme et aventureux. Ses amis de Lyon ont organisé une campagne de collecte de fonds pour soutenir les recherches, et les parents de Julien se sont envolés pour l'Ukraine afin de se coordonner avec la police locale. Le 23 janvier, 11 jours après la disparition, les sauveteurs et les bénévoles ont survolé la zone située au sud du village à l'aide de drones et de caméras thermiques. Rien n'a été trouvé, à l'exception d'une piste à peine visible menant à la lisière de la forêt. À cet endroit, la piste s'est à nouveau interrompue. Théoriquement, Julien aurait pu suivre cet itinéraire en direction de la vallée, mais les fortes chutes de neige avaient effacé tout signe potentiel de sa présence. Une hypothèse suggère qu'il soit tombé dans une fissure ou un creux caché, que l'on trouve souvent dans ce genre d'endroits. Cependant, un examen minutieux de ces endroits, avec du matériel d'escalade, n'a rien donné. Vers la fin du mois, une équipe d'experts français, engagée par la famille, est arrivée dans les Carpates pour analyser la situation. Selon eux, la probabilité que Julien se soit rendu à pied sur la piste noire depuis le village est faible. Il aurait pu s'égarer dans la soirée, ne connaissant pas le terrain, et choisir accidentellement le mauvais itinéraire. Les sauveteurs locaux étaient également favorables à cette version. Les chemins étroits, les pentes raides et la visibilité limitée la nuit auraient pu jouer un rôle fatal. L'équipe française a également attiré l'attention sur le manque de cartes précises de la région. Certains chemins figurant sur les cartes fournies aux sauveteurs étaient incomplets ou obsolètes, ce qui aurait pu aggraver la situation. 3 semaines plus tard, la famille de Julien a pris la décision difficile d'arrêter les recherches. La police locale conclut que le randonneur est probablement mort, mais son corps reste sous la neige. On commença à parler de la possibilité de le retrouver au printemps, lorsque la neige commencerait à fondre et que la nature dévoilerait à nouveau les itinéraires difficiles. Les habitants de la région participant aux recherches n'excluaient pas non plus la possibilité que Julien se soit perdu, qu'il soit parti vers les vallées et qu'il ait les gelées. À plusieurs reprises, des villages voisins ont signalé la découverte d'objets ou d'empreintes pouvant appartenir aux touristes français, mais aucune de ces informations n'a été confirmée. En avril, il était clair que les recherches avaient échoué. Toutes les zones clés, y compris les gorges, les forêts et les crêtes, ont été minutieusement explorées. En été, après la fonte des neiges, de petits groupes de bénévoles ont à nouveau parcouru les zones précédemment étudiées. Ils espèrent y trouver au moins quelques indices, mais la nature, comme absorbée par Julien, ne donne rien. Aujourd'hui encore, l'histoire de Julien Boden reste l'un des nombreux mystères des Carpates. Il est devenu l'un de ces touristes dont les disparitions sont entourées de questions, mais restent sans réponse. La famille est retournée plusieurs fois dans la région pour garder le contact avec les autorités locales, mais au fil des ans, elle n'a jamais reçu d'informations nouvelles. En août 1999, le célèbre alpiniste polonais Marek Zalewski, un ingénieur civil de 36 ans originaire de Cracovie, s'est rendu dans les Carpates pour faire l'ascension du Hoverla,
le plus haut sommet d'Ukraine. Son objectif était d'emprunter un itinéraire difficile à travers la chaîne de Tchernogorsk pour finir par l'ascension de Petros, un autre sommet de la région. Marek était un alpiniste expérimenté, ayant à son actif des dizaines d'ascensions réussies dans les Alpes et les Tatras, et il estimait que les Carpates constitueraient un défi intéressant en raison de leur beauté sauvage et de leurs itinéraires peu explorés. Marek est arrivé dans le village de Lazeshchina au début du mois d'août. C'était sa 3e visite dans les Carpates, et les habitants se souviennent qu'il prenait toujours ses préparatifs au sérieux. Il vérifiait son équipement, étudiait les conditions météorologiques et affinait ses itinéraires. Cette fois-ci, il avait prévu de passer 4 jours dans les montagnes, en solitaire. Son itinéraire a été enregistré auprès de l'Office du tourisme. Il allait escalader Overla, passer par la crête de Tchernogorsky et descendre jusqu'au village de Bogdan. Le 7 août, Marek se met en route vers Overla tôt le matin. En chemin, il rencontre un groupe de touristes de la République tchèque. 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Ils se sont avérés sympathiques et, comme Marek, allaient grimper jusqu'au sommet, puis marcher le long de la crête monténégrine jusqu'à Popa-Ivan. Ils se sont mis à parler. Les Tchèques Monpolsio ont appris que Marek était un alpiniste expérimenté et l'ont invité à se joindre à leur groupe pour marcher ensemble. Bien que Marek préfère habituellement les randonnées en solitaire, il a accepté. Il trouvait la compagnie agréable et le fait d'avoir des compagnons ajoutait à la sécurité. En milieu d'après-midi, ils ont atteint le sommet de l'Overla où ils ont fait une courte pause. Marek a photographié le paysage avec son appareil photo, tandis que les autres membres de la compagnie regardaient sur la carte et discutaient de la suite de l'itinéraire. Ils ont ensuite commencé à descendre jusqu'à l'intersection des sentiers menant au lac Nessamovit, où ils ont prévu de passer la nuit. Alors qu'ils approchaient donc de la partie boisée du sentier vers le soir, Marek déclara soudain qu'il avait besoin de s'éloigner un peu. Il leur demanda d'attendre, laissa son sac à dos derrière lui et se dirigea vers les fourrés denses, probablement pour trouver un endroit approprié pour un court repos. Le groupe attendit 10 puis 15 minutes, mais Marek ne revint pas. L'un des randonneurs, Pavel, l'a appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Ils ont d'abord pensé que Marek avait peut-être été retardé ou qu'il voulait simplement prendre un autre chemin pour rentrer au camp. Mais une demi-heure plus tard, ils ont commencé à s'inquiéter. 2 membres du groupe sont partis dans la direction où Marek s'était dirigé pour le retrouver, mais ils se sont rapidement heurtés à une pente abrupte couverte de buissons et de rochers. Ils crient, mais aucun son ni aucune trace de l'alpiniste ne sont retrouvés. À la nuit tombée, le groupe décide de rentrer au camp et de poursuivre les recherches le lendemain matin. Le lendemain matin, les randonneurs ont commencé à chercher Marek le long du sentier. À mi-chemin du sommet, ils tombent sur ses lunettes de ski. Elles étaient bannies et posées sur un gros rocher, comme si quelqu'un les avait soigneusement déposées là. Il n'y avait pas d'autres traces à proximité, pas d'affaires ni d'empreintes de pas. Cette découverte a semé le trouble. Les lunettes étaient un élément important de l'équipement de Marek, et le groupe ne comprenait pas pourquoi il les avait laissées dans un tel endroit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les lunettes gisent assez loin de l'endroit où ils l'ont vu pour la dernière fois. Les Tchèques ont décidé de retourner à Lazeshchina et de signaler l'incident au service de secours local. Le lendemain, les sauveteurs ont entamé une opération de recherche. Ils ont soigneusement inspecté la section de la route allant de Overla à l'endroit où les lunettes ont été trouvées. À l'aide de chiens et de guides locaux, les équipes de recherche ont exploré les gorges, les sentiers et les forêts avoisinantes. Cependant, aucune nouvelle trace n'a été trouvée. Après une semaine de recherche, l'opération a été suspendue. Le seul indice était les lunettes de Marek,
mais elle ne répondait pas à la question de savoir ce qui lui était arrivé. En théorie, il aurait pu continuer à longer la crête ou tenter de descendre dans la vallée, mais l'absence de traces et les itinéraires très improbables rendent cette version douteuse. L'histoire de la disparition de Marek Zalewski laisse de nombreuses questions. Pourquoi a-t-il laissé son groupe derrière lui? Pourquoi les lunettes se sont-elles retrouvées dans un endroit aussi étrange? Et surtout, que s'est-il passé au moment où il a quitté ses camarades? Les opérations de sauvetage ont duré près de 2 semaines, mais la nature des Carpates était restée indifférente. Des groupes de sauveteurs, des bénévoles et même des habitants de la région ont passé au peigne fin tous les itinéraires possibles, les gorges, les clairières et les zones forestières. Chaque jour, on espère trouver le moindre indice, des traces de pas, des lambeaux de vêtements ou des effets personnels de Marek. Mais tous les efforts sont restés vains. Les sauveteurs utilisent des chiens, étudient les cartes de la région, font appel à des guides locaux qui connaissent les moindres recoins des montagnes. Ils ont vérifié les parties les plus dangereuses des itinéraires, les zones d'éboulement, ainsi que les vallées des rivières, dans l'espoir que le ruisseau ait pu transporter son corps. Un hélicoptère appelé depuis la ville voisine d'Ivano-Frankivsk a examiné la zone depuis les airs, mais aucun mouvement ou objet inhabituel n'a été observé. Le 25 août, l'opération de recherche est officiellement terminée. La décision a été difficile à prendre, surtout pour la famille de Marek, qui a fait le voyage depuis la Pologne pour soutenir les recherches. Sa femme Magda a cru jusqu'au bout que Marek avait peut-être trouvé un moyen de survivre. Elle a rappelé aux sauveteurs son endurance, son expérience et sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Cependant, l'absence de nouvelles traces ou découvertes a conduit les autorités à le déclarer disparu. En octobre 2000, Andriy Korol, un randonneur ukrainien de 32 ans, s'est rendu dans les Carpates pour explorer les sentiers d'automne autour du massif de Svidovets. Andriy était un randonneur expérimenté. Il connaissait bien les sentiers de montagne, organisait souvent des randonnées pour ses amis et s'était rendu à de nombreuses reprises dans les Carpates. Cependant, cette fois-ci, il a décidé de partir seul pour profiter du silence et du paysage. Avant le départ, il a séjourné dans le village de Yassinia, où il a dit à des connaissances locales qu'il prévoyait d'escalader le Dragobrat, puis de marcher à travers le massif jusqu'à Bliznitsa et de redescendre. Andreï était bien préparé. Il avait une tente, de la nourriture, des vêtements chauds et une carte détaillée de la région. Son itinéraire est prévu pour 3 jours, au terme desquels il retournera à Yassinia. Le matin du 15 octobre, André se met en route. Il a été vu pour la dernière fois par des bergers qui conduisaient dans des moutons près du pied de Dragobrat. Ils ont dit qu'il avait l'air confiant, qu'il avait dit un bonjour amical et qu'il avait continué à avancer sur le sentier. Ensuite, ses traces ont disparu. Andriy Korol n'étant pas revenu à l'heure prévue, sa famille a tiré la sonnette d'alarme. Sa sœur Oksana a contacté le service de secours local de Rakiv, qui a immédiatement organisé une opération de recherche. Compte tenu de l'expérience d'Andriy dans les montagnes, les espoirs de le retrouver vivant étaient assez élevés, même si la détérioration du temps ajoutait aux craintes. Le matin du 18 octobre, les premiers groupes commencent à arpenter l'itinéraire prévu par Andreï. Les forêts autour de Bliznitsa sont recouvertes d'une épaisse couche de feuilles mortes et les pentes sont par endroits glissantes en raison des pluiades récentes. La visibilité étant limitée, chaque zone a été explorée avec beaucoup de soin. À la mi-journée, dans une zone boisée, au pied de Bliznitsa, les sauveteurs ont trouvé les premières de traces. La tente d'Andreï a été retrouvée sur un terrain dégagé.
à 500 mètres du sentier principal. Il est immédiatement apparu que quelque chose avait mal tourné. La tente était déchirée. Le tissu présentait de grands trous qui semblaient étranges. Des objets étaient éparpillés près de la tente. De la nourriture, un couteau de cuisine qui traînait dans l'herbe et une lampe de poche dont la batterie était déchargée. Les sauveteurs ont remarqué que le sac à dos d'Andrei était ouvert et que son contenu était renversé. La découverte la plus mystérieuse a été celle des traces autour du camp. À première vue, elles ressemblaient à des empreintes de pattes, mais en y regardant de plus près, leur forme n'était pas caractéristique des animaux vivant dans les Carpates. Les empreintes ressemblaient à quelque chose entre de longues griffes et des doigts humains. Les sauveteurs ont noté qu'il n'y avait aucun signe de lutte ou de sang à l'intérieur de la tente. L'impression qui s'en dégage est qu'Andrei a quitté le camp précipitamment. Un peu plus loin de la tente, à une vingtaine de mètres, ils ont trouvé son thermos et sa tasse près d'un rocher. Tout portait à croire qu'Andrei allait s'arrêter pour se reposer ou préparer un repas, mais quelque chose l'a poussé à interrompre le processus. À quelques mètres de cette découverte, parmi les arbustes, de nouvelles empreintes de pas ont été observées, de profondes indentations dans la terre meuble. Là encore, elles ne correspondent à aucun animal connu. Les traces s'interrompent au bord d'un petit ravin, où commence un fourré dense. Le camp d'Andrei est devenu le point de départ des recherches. Les sauveteurs se sont concentrés sur les environs immédiats, ravins, lisières de forêt et ruisseaux. Ils ont essayé de trouver d'autres indices, mais rien de significatif n'a été trouvé jusqu'au soir. Les sauveteurs ont commencé à émettre des hypothèses. Certains pensent comme qu'Andrei a pu rencontrer un animal sauvage, un ours par exemple, et qu'il s'est enfui en panique. Cependant, les étranges empreintes de pas ne cadraient même pas avec cette version. D'autres pensent qu'il s'est peut-être perdu dans le brouillard, quittant la tente pour se mettre à l'abri. Le lendemain matin, les recherches se poursuivent et de nouveaux éléments viennent de bientôt s'ajouter au mystère de l'affaire. Le 3e jour après la découverte du campement d'Andrew, le 21 octobre, l'équipe de secours a découvert de nouveaux éléments. À 2 kilomètres de la tente, près d'un ruisseau de montagne, ces affaires ont été retrouvées. Une veste, des sous-vêtements thermiques et un pantalon gisaient dans l'eau, accrochés à un rocher. À première vue, ils semblaient avoir été emportés par le torrent, mais leur disposition était étrange. Les vêtements étaient pliés négligemment, comme s'ils avaient été enlevés et laissés sur place. Les chaussures d'Andrei ont également été retrouvées à proximité. L'une d'entre elles était posée sur la rive, l'autre était partiellement immergée dans l'eau. Leur état a soulevé de nombreuses questions. La surface en cuir des chaussures présentait de profondes éraflures qui ne ressemblaient pas à une usure normale. Il n'y avait pas de blessures visibles, de sang ou d'autres marques sur leurs vêtements indiquant une agression. Il est important de noter que des traces étranges ont été retrouvées autour du ruisseau, qui ressemblent à celles observées près de la tente. Ces traces s'éloignaient le long de la rive, mais disparaissaient rapidement dans la surface rocheuse. L'endroit où les objets ont été trouvés soulève de nombreuses questions. Pourquoi Andrei s'était-il déshabillé? Avait-il tenté de traverser le cours d'eau ou était-il désorienté? Certains sauveteurs ont suggéré qu'il était peut-être blessé et qu'il essayait de se réchauffer, bien qu'une telle idée soit absurde compte tenu du froid qui régnait. Des habitants participant aux recherches ont suggéré qu'Andrew avait peut-être glissé et était tombé dans l'eau, puis que ses affaires avaient été emportées par le courant. Toutefois, l'absence de corps a jeté le doute sur cette hypothèse. Les sauveteurs ont minutieusement examiné le tronçon du ruisseau en aval, descendant dans les gorges et vérifiant chaque dépression. Les trous profonds cachés sous l'eau où le corps aurait pu se loger ont été examinés, mais rien n'a été trouvé.
les recherches se sont poursuivies pendant une semaine, couvrant des zones de plus en plus éloignées. Les sauveteurs ont élargi le rayon de recherche à l'aide de chiens et d'hélicoptères. Les sommets voisins, les ravins et les formations karstiques cachées connues dans la région ont été étudiés. Cependant, aucune nouvelle trace de pas ni aucun objet n'ont été trouvés. Les conditions météorologiques ont ajouté aux difficultés. Les nuits étaient de plus en plus froides et les brouillards qui s'abattaient sur les crêtes limitèrent la visibilité. À la fin du mois d'octobre, les sauveteurs ont pris une décision difficile: suspendre les recherches actives et attendre le printemps, lorsque la neige fondrait et qu'il y aurait une chance de retrouver le corps. L'histoire de la disparition d'Andrei Korol a donné lieu à de nombreuses théories. L'une des premières théories était celle d'une attaque d'ours. Cependant, l'absence de signes de lutte, de sang ou de blessures sur ses vêtements met en doute cette théorie. Les étranges empreintes de pas trouvées près de la tente et du ruisseau ne correspondaient pas non plus à des pattes d'animaux connus. Certains sauveteurs pensent que le Kandrou a pu être désorienté à la suite d'un traumatisme ou d'une dégradation soudaine de son état de santé. Cela pourrait expliquer pourquoi il s'est déshabillé, mais ne répond pas à la question de savoir pourquoi son corps n'a jamais été retrouvé. Selon certaines hypothèses, Andrei aurait rencontré des bûcherons ou des braconniers illégaux qui l'auraient effrayé, voire blessé. Cependant, aucune preuve de cette version n'a été trouvée. Dans les Carpates, il existe de nombreuses crevasses, grottes et ravins profonds, dans lesquels on peut tomber sans laisser de traces visibles. Andrei aurait pu tomber dans un tel piège, et le temps automnal et les fortes pluies auraient bien pu cacher les traces de son séjour. Avec l'arrivée de l'hiver, l'espoir d'une résolution rapide de ce mystère s'est évanoui. La famille d'Andrew, malgré son chagrin, a organisé une soirée commémorative au cours de laquelle ses amis se sont souvenus de lui comme d'un homme courageux, gentil et enthousiaste. Au printemps de l'année 2001, lorsque la neige a commencé à fondre, les recherches ont repris. Les sauveteurs ont à nouveau inspecté les endroits où la tente et les vêtements avaient été trouvés. La nature, elle, est restée un peu muette. Ni le corps, ni de nouvelles traces d'Andrei n'ont été retrouvées. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans de véritables histoires mystiques qui se sont déroulées dans les Carpates. Ces cas mystérieux ne sont pas des fictions ou des légendes effrayantes. Il s'agit d'événements réels, consignés dans les archives locales, les récits de témoins oculaires et les articles de journaux. Nous vous raconterons les disparitions mystérieuses de cueilleurs de champignons, de forestiers expérimentés et de touristes qui ont laissé des traces sur les sentiers, mais qui semblent s'être volatilisés. Ces cas ont tout en commun: des étendues de forêts mystérieuses, des découvertes étranges qui apparaissent des années plus tard, et des légendes locales qui préservent la mémoire de ceux qui ont disparu dans les étendues sauvages des Carpates. Certaines de ces personnes réapparaissent des jours, voire des semaines plus tard, au même endroit, sans se souvenir de ce qui leur est arrivé, et en affirmant que leur disparition n'a duré que quelques heures. Alors, si vous aimez les histoires sur l'inconnu et le mystique, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et préparez-vous à plonger dans les mystères des Carpates. Au début du mois d'octobre 1972, alors que les brumes matinales descendaient sur les Carpates, Ivan Siniuk, un Hutsul de 68 ans et cueilleur de champignons expérimenté du village de Zembronia, se rendit dans la forêt. C'était son habitude. Il connaissait chaque recoin de la forêt voisine
et pouvait trouver des champignons là où d'autres n'en avaient mis pas vu. Ce jour-là, il va aller un peu plus loin que d'habitude, car un voisin lui a dit qu'il y avait beaucoup de cèpes dans la région de Chorny. Ivan avait prévu de rentrer à l'heure du déjeuner, mais il n'est jamais venu. Au début, sa famille n'était pas très inquiète. Ivan allait souvent dans les bois pendant toute la journée, revenant avec un panier rempli de champignons et racontant toujours ses trouvailles et ses aventures dans les montagnes. Cependant, lorsque la nuit tomba et qu'il ne revint pas, sa femme commença à tirer la sonnette d'alarme. Les habitants de la région ont rapidement mis sur pied une équipe de recherche qui s'est mise en route à l'aube. Pendant 3 jours consécutifs, des dizaines de villageois ont passé au peigne fin la forêt, les environs et les montagnes voisines, mais en vain. Ils n'ont trouvé que quelques paniers de champignons déchirés et des fragments de vieilles chaussures qui auraient bien pu appartenir à Ivan. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de fuite paniquée, comme s'il s'était tout simplement volatilisé. Dans la forêt dense, où Ivan connaît tous les chemins, c'est impensable. Une semaine plus tard, les recherches sont officiellement arrêtées et les discussions commencent dans le village. Les anciens évoquent avec tristesse la malédiction de la trame noire, un endroit que leurs grands-parents et arrière-grands-parents avaient évité. Selon la légende, les esprits de la forêt y vivaient, appelant parfois les gens avec leur voix, les conduisant dans la jungle et ne leur permettant pas d'en revenir. On disait que les disparus étaient voilés au-delà de la frontière, et même des décennies plus tard, lorsque quelqu'un osait pénétrer dans la parcelle, il entendait les échos des voix de ceux qui ne reviendraient jamais. L'un des forestiers locaux, Vasil Ryorousiak, qui a également participé aux recherches, a déclaré plus tard qu'en passant la forêt au peigne fin, il a vu Ivan parmi les arbres. Mais lorsqu'il s'est approché, l'homme a disparu et Vasil n'a entendu qu'un murmure, à peine audible, l'appelant par son nom. Ce murmure venait de partout, comme si les montagnes elles d'eux-mêmes respiraient une histoire ancienne, à l'abri des regards indiscrets. Plusieurs mois passèrent et, un soir d'hiver, la femme d'Ivan trouva une chose étrange sur le seuil de leur maison. Une vieille gourde en bois qu'il avait toujours emportée avec lui, mais qu'il avait laissée à la maison le jour de sa disparition. Elle était recouverte d'une fine couche de givre, et à côté se trouvait un panier de champignons. Incrédule, la femme a appelé ses voisins, mais personne n'a pu expliquer d'où venait la gourde, ni comment on pouvait trouver des champignons frais en plein hiver. Depuis lors, les habitants ont commencé à dire qu'Ivan se promène toujours dans les forêts de la région de Chorny, ramassant des champignons pour ceux qui sont restés au village. Les gens disent que si l'on va dans la forêt au coucher du soleil, on peut voir son ombre parmi les arbres. Et, selon une vieille tradition Hutsul, chaque année, le jour de sa disparition, les villageois laissent une bougie près de la forêt et un morceau de pain pour que les esprits le laissent rentrer chez lui. Aujourd'hui, la forêt près de la piste noire semble tout aussi calme, mais plus personne ne s'en approche. Même ceux qui ne croyaient pas aux légendes auparavant ont commencé à penser qu'Ivan Siniuk était entré dans un monde sans retour, qu'il faisait partie des Carpates et qu'il vivait sa propre vie mystérieuse. C'est par une matinée froide et brumeuse de février que Vasil Levchenko, un forestier de 43 ans et employé expérimenté du Parc naturel national des Carpates, effectue sa tournée habituelle. Il travaillait pour le service forestier depuis plus de 20 ans et connaissait tous les sentiers et tous les sommets de la région du col de Vyshkivski. Vasil était un homme réservé qui n'aimait pas parler beaucoup, mais il connaissait son travail et le faisait avec zèle. Ce jour-là, il a dit à ses collègues
qu'il avait l'intention de vérifier une nouvelle descente dans une zone reculée près du village de Sénéchiv, où ils avaient récemment vu des traces de braconniers. Il prévoyait de revenir à l'heure du déjeuner. Lorsqu'il n'est pas apparu à la fin de la journée, ses collègues ont paniqué. Les appels à la radio sont restés sans réponse et le téléphone de Vasile était hors de portée. Les sauveteurs, ainsi que les habitants de la région, sont partis à sa recherche cette nuit-là. Nombre d'entre eux savaient que Vasile était allé vérifier par lui-même dans une région connue pour son terrain accidenté. Le lendemain, son sac à dos a été retrouvé près d'un ruisseau sur un ancien sentier de chasse. Il contenait sa réserve d'eau, sa boussole, son carnet de notes et un peu de nourriture. Il semble qu'il ait laissé le sac à dos seul, mais il n'y a aucun signe de lutte ou de chute. Les 3 jours suivants, des équipes de recherche ont ratissé la zone, mais Vasile n'a jamais été retrouvé. Les habitants de la région ont commencé à se souvenir d'autres incidents similaires. Il y a 5 ans, un chasseur a également disparu dans cette région, après avoir communiqué pour la dernière fois avec eux, alors qu'il se trouvait près d'un ruisseau. À l'époque, comme aujourd'hui, personne n'a trouvé de traces de lui, à l'exception de son arme, laissée au même endroit que le sac à dos de Vasile. Quelques semaines plus tard, les sauveteurs ont décidé d'utiliser une caméra thermique pour suivre la même piste. Par un matin froid, ils ont vu un étrange signal thermique sur l'écran, près d'un gros rocher. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé qu'une zone vide et moussue, entourée d'une forêt dense. Il n'y avait aucun signe de présence humaine. Les habitants de la région pensèrent qu'il existait dans la forêt d'anciennes cachettes utilisées par les braconniers, mais ces endroits avaient été abandonnés depuis longtemps et cachés par une végétation dense. Plus tard, l'un des jeunes forestiers a remarqué un détail étrange. Le carnet de Vasile contenait des coordonnées qui ne figuraient même pas sur les cartes officielles. L'entrée était courte, sans explication. Lorsque les habitants et les sauveteurs se sont rendus sur place, ils ont découvert un vieux bunker abandonné datant de la Seconde Guerre mondiale, presque entièrement recouvert de terre et de buissons. À l'intérieur, ils ont trouvé quelques vieux journaux, une lanterne rouillée et rien d'autre. L'affaire n'a pas été résolue et les habitants ont commencé à dire que Vasile aurait pu tomber sur les traces de braconniers qui voulaient cacher leurs activités. Certains pensent que le bunker pourrait faire partie d'un ancien système de contrebande et que Vasile aurait simplement été sur la piste de quelqu'un. Personne ne sait ce qu'il est devenu, mais son sac à dos, les coordonnées de son carnet et le bunker abandonné sont les seules traces qu'il a laissées dans les forêts des Carpates. En septembre 2021, un groupe de 6 amis part en randonnée dans les Carpates. Leur itinéraire allait du célèbre village de Yassinia au mont Petros, en passant par la crête de Chornohora. Le groupe était composé de randonneurs expérimentés, chacun d'entre eux ayant une grande expérience de la montagne. Parmi eux se trouvait Oleksiy Borysenko, 27 ans, un voyageur ambitieux qui avait déjà conquis des sommets à plusieurs reprises. Ses amis disaient en plaisantant qu'il connaissait les Carpates comme sa poche. Le matin du voyage était ordinaire, air frais, ciel dégagé et une forêt d'automne accueillante cachée dans un léger brouillard. Oleksiy prenait souvent des photos de la nature environnante et laissait de courtes notes dans son carnet, décrivant les endroits intéressants et ses sentiments pendant les randonnées. Le jour où ils ont atteint Petros, Oleksiy a mentionné un petit sentier secondaire qui, selon lui, menait à une pente offrant une vue fantastique. Ses amis n'y voient pas d'inconvénient et décident de lui donner l'occasion de leur montrer un endroit secret, inconnu des autres touristes. Le chemin était difficile, envahi par la végétation et pratiquement dépourvu de points de repère.
mais Oleksy avait confiance en ses capacités. Lorsqu'ils atteignirent la corniche et montèrent dans leur tente, un épais brouillard commença à descendre, recouvrant les montagnes d'un mur impénétrable. Oleksy dit soudain qu'il a entendu le bruit d'une rivière toute proche et qu'il veut vérifier où elle se trouve. Il a laissé son sac à dos près de la tente et a disparu dans le brouillard, promettant de revenir dans 10 minutes. Mais ces 10 minutes se sont transformées en une demi-heure, puis en 1 heure, et enfin en une nuit entière. Le lendemain matin, ses amis, alarmés, se mirent à sa recherche. Ils appellent Alexei, cherchent des traces, mais toutes leurs tentatives sont vaines. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'ils parvinrent à trouver son carnet. Les inscriptions y étaient étranges et désordonnées, des phrases chaotiques et des dessins représentant les contours de visages humains comme s'ils surgissaient du brouillard. Plus tard, ses amis lui ont dit que les dernières pages du carnet contenaient les mots « Ils sont proches »,« Entre les mondes » et « Ne les suivez pas ». L'opération de recherche a commencé immédiatement. Les sauveteurs locaux ont parcouru les montagnes, ratissant la zone à l'aide de drones et de chiens. Le deuxième jour des recherches, les chiens ont conduit le groupe à une vieille cachette de bûcheron abandonnée depuis longtemps. À l'entrée, ils ont trouvé la veste d'Oleksy qui, à première vue, semblait neuve et propre, comme si elle venait d'être apportée. Cependant, les traces se sont détachées juste à côté de la cachette et, malgré de nombreux examens, aucun indice n'a été trouvé. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours, sans résultat. Finalement, 1 semaine plus tard, l'opération a été annulée, laissant la disparition d'Oleksy en suspens. L'histoire de la disparition d'Oleksy s'était rapidement répandue dans les Carpates. Les légendes locales disent que les montagnes sont un endroit où la frontière entre les mondes s'amenuise parfois, et qu'à ces moments-là, le brouillard peut entraîner les gens dans une sorte de deuxième monde. Certains pensent qu'Oleksy n'a pas disparu sans laisser de traces, mais qu'il s'est simplement retrouvé à la frontière entre 2 dimensions, où il restera à jamais. Après son retour, ses amis ont également parlé de sensations troublantes et de rêves dans lesquels ils voyaient Oleksy debout dans le brouillard et leur faisant signe de le suivre. Aujourd'hui, chaque fois que les Carpates sont recouvertes d'un épais brouillard, les habitants chuchotent à voix basse « N'entrez pas dans le brouillard, car il peut vous conduire à ceux qui sont déjà perdus. » Mais il ne s'agit là que de rumeurs sans fait. Le corps d'Oleksy n'a jamais été retrouvé et il est toujours porté disparu à ce jour. En août 2023, un groupe de 5 touristes part en randonnée dans les Carpates, avec l'intention de conquérir le sommet du mont Pipivan. Parmi eux se trouvait Andriy Kovalenko, 32 ans, un voyageur expérimenté, originaire de Kiev. Le groupe a soigneusement préparé son voyage, vérifié son équipement et les conditions météorologiques. Les premiers jours de la randonnée se sont déroulés sans encombre. Les touristes ont apprécié le paysage et l'air pur des montagnes. Le 3e jour, alors qu'ils traversaient une forêt dense, Andriy leur a proposé de prendre un raccourci en empruntant un sentier moins connu qu'il avait indiqué sur la carte. Le groupe a accepté, se fiant à son expérience. Le sentier s'avère plus difficile que prévu. Il est étroit, envahi par la végétation et presque impraticable par endroits. Après plusieurs heures de marche, les touristes décident de faire une pause. Andriy, désireux d'explorer la région, est parti en promettant de revenir dans 15 minutes. Une demi-heure plus tard, il n'est toujours pas revenu. Ses amis, inquiets, ont commencé à appeler Andriy, mais sans réponse. Ils décident alors de se séparer en 2 groupes pour partir à sa recherche, en se donnant rendez-vous dans 1 heure au camping. Les recherches n'aboutissent pas. Andriy est introuvable
et aucune trace de sa présence n'a été trouvée. Le lendemain matin, après une nuit blanche, les touristes décident de reprendre la route principale et de signaler la disparition d'Andri aux sauveteurs. Ils atteignent le village le plus proche et contactent les autorités locales. L'opération de sauvetage a commencé immédiatement. Au cours des jours suivants, des dizaines de sauveteurs, de bénévoles et de résidents locaux ont fouillé la forêt à l'aide de chiens et de drones. Les recherches ont été compliquées par une végétation dense et un terrain difficile. Le 5e jour, les sauveteurs ont trouvé le sac à dos d'Andri près d'un petit ruisseau. Il contenait toutes ses affaires, y compris son téléphone dont la batterie était déchargée. Cette découverte a donné de l'espoir, mais les recherches ultérieures n'ont donné aucun résultat. 2 semaines de plus tard, les opérations de recherche actives ont été suspendues, bien que les résidents locaux y aient continué à inspecter périodiquement la zone. La disparition d'Andri Kovalenko a laissé de nombreuses questions sans réponse. Les amis et la famille ne comprenaient pas comment un touriste expérimenté pouvait disparaître sans laisser de traces dans une région familière. Certains ont supposé qu'il avait pu être blessé et incapable de revenir, tandis que d'autres ont évoqué la possibilité d'une rencontre avec des animaux sauvages. Cependant, aucune de ces versions n'a été confirmée. Au cours de l'été 1990, Utsul Mikhailo Hnatyuk, un cueilleur de champignons local bien connu et un expert des forêts des Carpates, est allé cueillir des champignons en direction de la parcelle de Lisiche. Malgré la réputation mystérieuse de cet endroit, Mikhailo s'y est rendu plusieurs fois seul, et, cette fois, il a promis à sa femme de revenir avant le déjeuner. Il a emporté avec lui le matériel habituel du cueilleur de champignons. Un panier, un couteau et une carte des sentiers de la région qui s'est presque effondrée. Lorsque le soleil s'est couché derrière les montagnes et que Mikhailo n'est pas revenu, sa femme a donné l'alerte. Le lendemain midi, les habitants de Zembrona sont partis à sa recherche. Ils savaient que ce cueilleur de champignons expérimenté ne pouvait pas s'être perdu. Ils ont parcouru les endroits habituels, grimpé les pentes, mais aucun signe de Mikhailo. Au 3e jour des recherches, l'un des forestiers qui s'était joint à l'opération est tombé sur un endroit étrange. Une vieille prairie avec des arbres tordus comme s'ils étaient malades, qui se dressaient en forme de grand cercle. Au centre du cercle se trouvait une vieille pierre fissurée sur laquelle étaient bien gravés des symboles que personne ne pouvait reconnaître. Les habitants de la région appelaient ces endroits des zones de pouvoir, où ils préféraient ne pas se rendre inutilement. Le lendemain soir, les 2 sauveteurs passent la nuit à l'entrée du sentier de Lisiche, où ils voient souvent Mikhailo lors de ses randonnées. Au milieu de la nuit, alors que le brouillard commençait à s'abattre sur la forêt, ils aperçurent au loin, entre les arbres, une faible lumière bleue. Elle ne bougeait pas, mais on aurait dit qu'elle pulsait, sentant leur présence. Ils se dirigèrent vers la lumière, mais à mesure qu'ils s'approchaient, elle s'enfonçait dans la forêt. Ils eurent l'impression que quelqu'un jouait avec eux, les attirant plus profondément dans la forêt. Au bout de quelques minutes, ils se rendirent compte qu'ils s'étaient égarés et qu'ils se trouvaient dans une partie de la forêt qu'ils ne connaissaient pas du tout. Au 6e jour des recherches, alors que les sauveteurs étaient à bout de force et commençaient à perdre espoir, un événement inexplicable s'est produit. Un groupe d'habitants qui ratissaient les pentes près de la parcelle de Lisiche est soudain tombé sur Mikhailo. Il était tranquillement en train de cueillir des champignons, penché sur les racines d'un vieux chêne, et ne savait même pas que les recherches se poursuivaient autour de lui, et qu'elles avaient déjà couvert tous les villages environnants. « Mikhailo, mon Dieu, où étais-tu »
Cela fait 5 jours que nous te cherchons, s'écrie l'un des sauveteurs, qui n'en croit pas ses yeux. Mikhail se lève et les regarde avec surprise, comme s'il venait de surgir d'un autre monde. Il avait une expression de confusion sur le visage. « Le 5e jour? Qu'est-ce que vous racontez? Je suis venu ici le matin, comme d'habitude. Je ramassais des champignons et vous voilà tous là, répondit-il, comme si rien d'anormal ne s'était produit. Les sauveteurs sont abasourdis. Mikhailo avait l'air tout à fait calme et ne se doutait pas que des dizaines de personnes le cherchaient depuis des jours. Il leur a assuré qu'il n'était pas resté longtemps à cueillir des champignons, affirmant même qu'il était parti de chez lui il y a quelques heures à peine. Pendant ce temps, les sauveteurs constatant que les vêtements de Mikhailo sont dans le même état que le jour de sa disparition, sans aucune trace de saleté ou d'usure, comme on peut s'y attendre pour quelqu'un qui a passé 5 jours dans la forêt. Le panier était rempli de champignons frais, fraîchement cueillis, humides de la rosée du matin, comme s'il venait de commencer la cueillette. En discutant avec lui, les sauveteurs ont remarqué un calme étrange dans son comportement, comme si c'était un jour comme les autres pour lui. Mikhailo ne comprenait pas pourquoi il lui posait d'hommes des questions sur le Tractus, où il avait été, et pourquoi, comme l'ont dit les sauveteurs, ils avaient bien vu une lumière étrange dans la forêt cette nuit-là. Il était certain d'avoir quitté le village quelques heures auparavant. Les sauveteurs sont perplexes. Mikhailo semblait avoir émergé du cœur de la forêt, apparaissait comme un fantôme et semblait avoir arrêté le temps au moment où il s'était enfoncé dans la forêt. Après le retour inattendu de Mikhailo Hnatyuk, les journaux locaux ont publié des titres tels que « Le cueilleur de champignons est-il revenu de l'autre monde ?» et « La forêt des Carpates, mythe ou réalité ?» Les journalistes ont activement discuté de la disparition mystérieuse du cueilleur de champignons qui, selon les sauveteurs, s'est comporté comme s'il n'avait pas été recherché pendant 5 jours. Les récits de sa rencontre avec l'équipe de recherche aux abords de la zone de Lysych semblaient si étranges qu'il s'agissait d'une œuvre de fantaisie ou d'une légende urbaine. Le journal local Hutsulski Visti a publié le témoignage des sauveteurs qui affirment avoir trouvé Mikhailo en parfait état, sans aucun signe de fatigue ni même de petites égratignures typiques d'un long séjour en forêt. Avec des champignons frais dans son panier et sans savoir pourquoi on le cherchait, Mikhailo est resté un mystère qui a fasciné non seulement ses concitoyens, mais aussi ceux des villages voisins. Cependant, la plupart des gens ne croyaient même pas à cette bête histoire. Les lecteurs des journaux et les auditeurs de la radio locale y voient une histoire sensationnelle, inventée pour attirer l'attention. Beaucoup ont supposé que Mikhailo s'était simplement perdu et qu'il avait fini par retrouver son chemin, mais qu'il avait nié avoir eu peur pour ne pas se mettre dans l'embarras devant la communauté. D'autres pensent que cette d'histoire a été inventée par des journalistes pour susciter une ambiance mystique autour du Tractus de Lysych. C'est tout pour l'instant. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous aimer, de laisser vos commentaires et de partager vos propres histoires et opinions. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la nature peut parfois cacher des secrets que nous ne soupçonnons même pas. Les Carpates sont un lieu d'une incroyable beauté qui attire les touristes et les habitants de la région grâce à ses paysages pittoresques, ses forêts denses et ses sentiers de montagnes isolés. Mais ces montagnes ont une autre facette, sombre et mystérieuse. Depuis des décennies, les gens racontent des histoires de disparition qui ne peuvent être expliquées par la logique. Un cueilleur de champignons expérimenté disparaît pendant quelques jours dans une forêt familière et revient avec des souvenirs flous. Un petit garçon qui joue devant chez lui et qui disparaît à jamais.
ne laissant derrière lui qu'un morceau de tissu. Un randonneur américain qui a soigneusement planifié sa randonnée, mais qui n'a laissé derrière lui qu'un sac à dos trouvé à l'orée de la forêt. Un jeune homme de Frankivsk qui a emprunté un itinéraire familier et a disparu au cœur de la Oranie, ne laissant que sa veste près d'une mystérieuse croix. Toutes ces histoires ont un point commun. Aucune n'a jamais été élucidée. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans les mystérieuses Carpates, où la nature cache d'incroyables secrets. Dans cette vidéo, vous entendrez des histoires de disparitions mystérieuses qui n'ont jamais été élucidées, de découvertes étonnantes qui ne font qu'ajouter aux questions, et d'endroits que les habitants évitent par peur. Si vous aimez les histoires qui vous glacent le sang et vous serrent le cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à rester à l'écoute. Vous découvrirez d'incroyables secrets qui vous couperont le souffle et vous feront voir les Carpates d'une toute autre manière. En septembre 1914, Vasil Senko, un homme de 46 ans connu dans la communauté comme un cueilleur de champignons expérimenté, a disparu dans le village de Krivopilia, situé près des pentes de Overla. Vasil avait vécu toute sa vie dans les Carpates et connaissait chaque virage des sentiers, chaque ruisseau et les meilleurs endroits pour cueillir des champignons. Ce matin-là, il se met en route pour le terrain de Yavorova Poliana, un endroit qui jouit d'une réputation mitigée parmi les habitants. Vasil est un homme qui ne se laisse pas effrayer. Il a déjà vécu des situations dangereuses dans sa vie. Une fois, il a même été poursuivi par un ours, mais a réussi à s'échapper. Aussi, lorsque sa femme Maria lui dit qu'un voisin lui a parlé de voix étranges dans les environs, Vasil se contente de sourire. Ces voix, Maria, doivent peut-être des ivrognes qui rentrent périr chez eux par les buissons, dit-il en plaisantant, et prenant un panier, il se rendit dans la forêt. Le jour de la disparition, le temps était parfait. Le soleil perçait à travers l'épais feuillage et l'air humide sentait les champignons et la mousse mouillée. Vasil part dans la direction qu'il a empruntée des dizaines de fois. Les habitants qui l'ont vu le matin ont dit qu'il était de bonne humeur, qu'il plaisantait et qu'il se vantait même de ramener un demi-panier de blanc. Le lendemain, Maria donne l'alerte. Les hommes de la région, bergers, chasseurs et forestiers, se rassemblent pour partir à la recherche de Vasil. Au début, tout le monde est persuadé qu'il s'agit d'un simple retard. Il a pu jouer dans la forêt ou passer la nuit dans la cabane des bergers. Mais en l'espace d'une journée, il était devenu évident que c'était plus grave. Son ami, le forestier Oleksa, affirme avoir vu les empreintes de Vasil près de Yavorova Poliana. Elle le menait à un petit ruisseau où le cueilleur de champignons aurait pu s'arrêter pour se reposer. Mais non loin de cet endroit, toutes les traces ont soudainement disparu. Lorsque les chercheurs sont arrivés sur les lieux, ils ont remarqué que la forêt avait un aspect inhabituel. Les arbres poussaient au hasard. Certains étaient courbés à des angles étranges, comme si quelqu'un les avait pliés avec force, tandis que d'autres, tessiers, étaient secs et vides, comme s'ils avaient été aspirés de l'intérieur. Un silence oppressant régnait tout autour. Le forestier remarqua un autre fait étrange. Il n'y avait presque pas de champignons sur le sol. À cette époque de l'année, ils auraient donc dû être abondants, mais le terrain semblait mort. Au 3e jour des recherches, l'équipe de secours a découvert quelque chose d'inhabituel. Ils ont trouvé le panier de Vasil aux dites racines d'un vieil arbre, recouvert de mousse à certains endroits. Il contenait des champignons étonnamment frais, comme s'ils venaient d'être cueillis. Puis, à quelques millimètres du panier, ils ont trouvé un autre objet, un couteau pliant que Vasil portait toujours sur lui. La lame était ouverte et il y avait des gouttes de liquide sur le manche qui ressemblaient à du jus de champignons écrasé.
Mais il n'y avait aucune trace de Vasile lui-même. Le soir du même jour, alors que certains sauveteurs rentraient au village, ils virent quelque chose sur la pente qui les fit s'arrêter. Une faible lumière rouge pulsait au loin parmi les arbres. Elle se déplaçait d'un côté à l'autre, mais lorsque les hommes ont essayé de s'approcher, la lumière a disparu. Au 5e jour de recherche, alors qu'ils commençaient à perdre espoir, ils trouvèrent Vasile. Il était assis sur une pierre près du tract, regardant dans le vide. L'homme portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition, mais son visage était pâle, comme s'il n'avait ni mangé ni dormi depuis plusieurs jours. « Où étais-tu » demandèrent les sauveteurs, mais Vasile ne répondit pas. Il était silencieux et regardait seulement quelque part vers la montagne, comme s'il y voyait quelque chose. Lorsqu'ils l'ont ramené au village, il a commencé à reprendre peu à peu conscience, mais toutes ces réponses n'ont fait que soulever de nouvelles questions. Vasile ne pouvait rien dire. Il affirmait avoir quitté le village le jour même où il avait été retrouvé et ne comprenait pas comment il avait pu disparaître pendant 5 jours. Son état est resté étrange. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé et ne parlait que des sons étranges qu'il avait entendus dans la forêt. On aurait dit des voix humaines qui l'appelaient par son nom. Vasile vécut encore plusieurs années après l'incident, mais ne retourna jamais à la cueillette des champignons. Il a affirmé que la forêt lui avait révélé quelque chose qu'il valait mieux ne pas savoir. Certains habitants ont supposé que Vasile était entré dans un lieu où la réalité changeait, peut-être une zone de pouvoir. D'autres pensent qu'il a été victime d'un phénomène naturel, comme des champignons vénéneux qui lui ont causé des hallucinations. Mais le village parle toujours de la mystérieuse lumière dans la parcelle de Yavorova Poliana. De nombreuses personnes ont tenté d'élucider ce mystère, mais l'endroit reste toujours aussi inexpliqué et inquiétant. Un soir d'été 1992, il s'est produit dans le village de Richka, niché entre les pentes des Carpates, un événement que les habitants de la région n'oublieront jamais. Andriy Burdet, 10 ans, qui jouait dans la cour près de sa maison, a disparu sans laisser de traces. Sa mère, Maria, préparait le dîner et regardait de temps en temps par la fenêtre pour s'assurer que son fils était toujours là. Andriy jouait avec son ballon bleu préféré, qu'il emportait toujours avec lui. La dernière fois qu'elle l'a vu, il lançait le ballon et riait en le regardant tomber. Mais lorsqu'elle est allée l'appeler à la table, la cour était vide. La balle bleue gisait dans l'herbe, mais Andriy était introuvable. Elle l'a appelé, a couru dans tout le village, a appelé les voisins à l'aide, mais en vain. Quelques heures plus tard, la disparition du garçon est devenue une nouvelle pour tout le village. Les gens ont commencé à ratisser le quartier, à le chercher dans la forêt, au bord de la rivière et même dans les vieilles maisons abandonnées. Mais il n'y avait aucune trace de lui. Le lendemain, alors que le soleil venait de se lever, le vieux Vasile, un berger local, se présenta à la maison des Burdet. Il avait l'air confus et effrayé. Vasile prétend que la veille, alors qu'il faisait paître son bétail près de la forêt, il a vu quelque chose d'inhabituel. « J'ai vu Andriy », a-t-il dit, mais c'était étrange. Il se tenait dans le champ et regardait vers la forêt. Je lui ai crié dessus, mais il ne s'est pas retourné. Puis il a disparu. Le vieil homme jura que le garçon ne courait pas et ne se cachait pas. Il est resté là et, l'instant d'après, il s'est volatilisé. Les villageois l'ont écouté avec des sentiments mitigés. Certains pensaient que le vieil homme inventait des choses, tandis que d'autres pensaient qu'il avait vu quelque chose de trop terrible pour être raconté. Le soir du 3e jour de recherche, le père d'Andriy, Ivan et un voisin décident de passer au peigne fin la vieille forêt près de la rivière. Cette forêt, bien que proche du village, avait toujours été considérée comme un endroit hostile.
Les légendes locales parlaient comme d'anciens tumulus et du fait que l'on pouvait parfois entendre des enfants pleurer dans la forêt, bien que personne n'y ait jamais vu d'enfants. Alors que les hommes marchent vers une clairière plus profonde dans la forêt, Ivan remarque d'étranges empreintes sur le sol. Ce sont les empreintes des pieds nus d'un enfant, semblables à celles de son fils. Mais quelque chose ne va pas. Les empreintes sont dispersées au hasard, comme si l'enfant avait marché en cercle. Un voisin lui propose de rentrer au village, mais Ivan décide de continuer. Alors qu'il éclaire le sol avec sa lampe de poche, il remarque soudain une autre chose étrange. L'une des empreintes semble s'étirer vers le haut d'un arbre. Les hommes Yohodati restent muets de stupéfaction. Les empreintes nues remontaient le long du tronc et disparaissaient dans la couronne dense de l'arbre. La nuit suivante, la mère du garçon ne put trouver le sommeil. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda dans la cour, espérant voir son fils. Puis, alors que la lune montait haut dans le ciel, elle crut entendre une voix douce. La voix était semblable à celle d'Andri, mais elle était étouffée, comme si elle provenait d'une grande distance. Maria se précipite dans la cour, mais il n'y a personne. Seule la balle bleue roulait dans un léger coup de vent. La mère hurla, criant le nom de son fils, mais il n'y eut pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse. Mais dans la forêt, non loin de la maison, elle aperçut une faible lueur. Prenant une lanterne, elle courut dans les bois, appelant son fils, mais ne trouva qu'une clairière vide. La lumière disparut, la laissant seule dans l'obscurité totale. Le lendemain, un homme d'un village voisin rendit visite au Burdéis. C'est un archiviste et un spécialiste des légendes locales. Lorsqu'il a appris la disparition d'Andri, il s'est souvenu avoir entendu des histoires similaires. Cette forêt a longtemps eu une mauvaise réputation, dit-il. Les gens disaient que des enfants y disparaissaient. On entendait leurs voix la nuit et on voyait souvent des lumières mystérieuses dans les environs. Selon lui, dans les années 1860, un garçon a disparu ici et les habitants ont dit qu'il était allé dans la forêt à cause de cette voix. Mais ces histoires sont restées des légendes. Personne n'avait jamais vu de preuves réelles et, avec le temps, les histoires se sont transformées en fiction et sont devenues partie intégrante du folklore. Maria ne voulait pas entendre parler de ces légendes. Elle était sûre que son fils était vivant quelque part dans la forêt et qu'il attendait de l'aide. Avec ses voisins, elle organisa une nouvelle équipe de recherche qui se mit à parcourir tous les versants et toutes les vallées des environs. Au 3e jour des recherches, ils ont fait une découverte alarmante. Ils ont trouvé un morceau de tissu sur une branche d'un petit buisson. Maria l'a immédiatement reconnu. Il s'agissait d'un fragment de la chemise que portait Andrico le jour de sa disparition. Mais rien d'autre n'a été trouvé. Aucune trace de lui dans la forêt, près de la rivière, ni même dans les vieilles maisons abandonnées. Les recherches ont duré près de 6 mois. Des hommes du village, des chasseurs et même quelques de volontaires du centre de district ont passé au peigne fin les montagnes, les buissons et les fourrés. Mais en vain. Andri semblait s'être volatilisé. Finalement, fatigués et épuisés, les chercheurs ont été contraints d'arrêter leurs efforts. Officiellement, le garçon est toujours porté disparu. Pendant longtemps, Maria n'a pas pu se faire à l'idée de cette disparition. Elle se rendait souvent dans la forêt et restait assise au bord de la rivière pendant des heures, tenant le même morceau de tissu comme seule preuve de la présence de son fils. Au printemps 2001, Jason Carter, un touriste de 34 ans originaire de Floride, est arrivé en Ukraine pour réaliser un vieux rêve, faire une randonnée dans les Carpates. C'était un randonneur chevronné qui avait parcouru les Appalaches, visité les parcs nationaux du Canada et même escaladé les sommets de la Patagonie. Mais les Carpates l'attiraient particulièrement car,
Comme il le disait, elles étaient mystérieuses et intactes. Jason a loué une petite maison dans le village de Yassinia et a prévu de passer plusieurs jours dans les montagnes pour explorer la région. Son itinéraire l'a amené à passer par l'ascension populaire d'Overla, puis par des sentiers moins connus vers la crête de Chornohora. Il a informé le propriétaire qu'il reviendrait dans 3 jours et a laissé le contact d'un guide local à qui il avait demandé conseil. Cependant, au bout de 3 jours, Jason ne s'est pas présenté. Le propriétaire a essayé de le contacter, mais son téléphone est resté éteint. Finalement, il a appelé la police. Jason n'étant pas revenu, des habitants, des sauveteurs et même quelques autres randonneurs qui l'avaient bien vu avant de partir en randonnée se sont joints aux recherches. Au début, tout le monde a supposé que l'homme s'était perdu ou qu'il avait été surpris par le mauvais temps, qui change parfois radicalement dans les Carpates. Les 3 premiers jours de recherche ont été vains. L'équipe de secours a parcouru les itinéraires habituels, mais n'a trouvé aucune trace. L'un des guides locaux participant aux recherches a fait remarquer que l'itinéraire de Jason était bien planifié et que la possibilité qu'il se soit simplement égaré semblait peu probable. Il semblait expérimenté, a déclaré le guide, pas du genre à s'écarter du sentier ou à ignorer les règles de sécurité. Le 5e jour, un groupe de sauveteurs est tombé sur son sac à dos. Le sac à dos gisait à la lisière de la forêt, dans une zone assez éloignée de l'itinéraire principal. Cet endroit n'était pas indiqué sur la carte comme une destination touristique populaire. Le sac à dos semblait presque intact, sans aucun signe de précipitation ou de tentative de vol. Cet endroit soulève de nombreuses bonnes questions. Pourquoi Jason s'est-il écarté de la route? Qu'est-ce qui l'a poussé à laisser son sac à dos derrière lui? Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs semaines. Des sauveteurs, des bénévoles et même des chasseurs locaux ont passé les environs au peigne fin, mais aucune autre trace n'a pu être trouvée. À l'un des gués de la rivière, ils ont constaté que le sol était légèrement endommagé, comme si quelqu'un s'y était tenu, mais cela n'a fourni aucun nouvel indice. Les caméras de surveillance situées au début de l'itinéraire ont confirmé que Jason était parti seul dans les montagnes et qu'il n'était pas accompagné. 1 mois plus tard, les recherches officielles ont été suspendues et Jason Carter a été porté disparu. Après sa disparition, différentes versions de ce qui s'est passé ont commencé à émerger parmi les habitants de la région. Certains pensaient que Jason était tombé sur une sorte de lieu interdit. Il existe de nombreuses légendes dans les Carpates sur des zones où le temps et l'espace changent et où les gens disparaissent tout simplement. D'autres pensent qu'il a pu être victime d'un phénomène naturel, tel qu'un glissement de terrain ou un gaz toxique qui s'accumule parfois dans les gorges. Le sac à dos de Jason est toujours conservé au poste de police local, comme seule preuve de son séjour dans les Carpates. L'affaire a été officiellement classée, mais pour de nombreux habitants de la région et pour sa famille, le mystère reste entier. En août 2015, Volodymyr Pavlyuk, un ingénieur de 29 ans originaire d'Ivano-Frankivsk, s'est rendu dans les Carpates pour entreprendre une randonnée prévue de longue date dans les monts Gorgani. Le terrain était difficile pour les randonneurs. Pentes abruptes, placers rocheux et denses forêts d'épicéas. Mais Volodymyr a toujours été intéressé par les défis et avait la réputation d'être un randonneur expérimenté. Son itinéraire partait du village d'Osmoloda et passait par les pics Polensky et Igrovets pour se terminer au mont Sivoulia. Il s'agissait d'un itinéraire populaire, mais qui nécessitait de l'endurance physique et une bonne capacité d'orientation. Volodymyr prévoit de passer 4 jours dans les montagnes, puis de retourner à Osmoloda où ses amis l'attendent. Avant de partir, Volodymyr appelle sa sœur
Tout est prêt, il va faire beau. 2 jours de tournage, 2 jours de nature pure. Si je ne vous contacte pas vendredi, commencez à vous inquiéter. Les 2 premiers jours, Volodymyr est resté en contact avec son téléphone portable. Il a dit à sa sœur qu'il avait déjà escaladé l'Igrovets et qu'il prévoyait de passer au Sivula. Ses messages n'étaient pas courts. La beauté est incroyable aujourd'hui. J'ai pris quelques photos. Mais le matin du 3e jour, la connexion a été coupée. La dernière fois que Volodymyr a écrit, il a dit qu'il passait la nuit à une source sur les pentes du mont Velika Sivulia. Comme il n'était pas rentré à l'heure prévue, ses amis se sont rendus à Osmoloda, mais Volodymyr n'y était pas. Son téléphone ne répondait pas. Des sauveteurs locaux, des forestiers et des bénévoles se sont joints aux des recherches. Ils ont commencé par le mont Velika Sivulia, où il avait passé la nuit, selon le dernier rapport. Le temps est resté stable ces jours-ci. Les empreintes de Volodymyr ont été observées sur la route et son appareil photo, trouvé dans le camp près de la source, a confirmé qu'il avait atteint ce point. Mais les autres traces se sont interrompues. Ce qui est étrange, c'est que son appareil photo contenait plusieurs clichés pris de nuit. Elles veulent ne montrer Togny qu'une forêt sombre, un faible reflet de la lumière de la lune et quelque chose qui ressemblait à une silhouette humaine au loin. Le 3e jour des recherches, alors qu'un groupe de sauveteurs ratissait la vallée de la Ruchina, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Au centre de la brume, les sauveteurs ont vu une vieille croix en bois, semblable à celles érigées par les bergers à la mémoire des morts. Elle semblait neuve, alors que le bois présentait déjà quelques tomes rayures et fissures, comme si elle venait d'être apportée ici. La croix ne portait aucune inscription ou marque, mais la veste de Volodymyr était soigneusement pliée à sa base. Il y avait des traces de rosée sur la veste, comme si elle avait été laissée là récemment. L'un des chercheurs a remarqué que le sol sous la croix avait un aspect étrange. L'herbe était séchée en cercle, comme si quelque chose l'avait arrachée par les racines. À l'intérieur de ce cercle, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus inhabituel, de minuscules morceaux de pellicule. En y regardant de plus près, ils se sont aperçus qu'il s'agissait de fragments de pellicule dont les bords semblaient en être brûlés. Ils ressemblaient à ceux utilisés dans les vieux appareils photo. Mais personne ne pouvait expliquer comment ils s'étaient retrouvés là, ni quel était leur lien avec le touriste disparu. Le lendemain, le groupe décide d'examiner attentivement l'endroit où il a retrouvé la veste. Il n'y a aucune trace de lutte, ni aucun signe indiquant que Volodymyr a quitté l'endroit précipitamment. La veste était pliée si proprement qu'elle semblait avoir été laissée là délibérément. Ils se remettent à chercher autour d'eux des traces de pas, des branches cassées, des vestiges du campement, ou des objets qui pourraient appartenir aux touristes disparus. En vain. Les jours suivants, les chercheurs et les chiens renifleurs ont essayé de trouver des indices, et les recherches ont été étendues à d'autres zones. Mais même là, ils n'ont rien trouvé qui puisse indiquer où Volodymyr aurait pu aller. La famille de Volodymyr a tenté d'organiser elle-même les recherches pendant plusieurs semaines, mais sans succès. La veste, les signes étranges et la terre brûlée restent les seules traces qui n'expliquent pas ce qui est arrivé au jeune homme. Quelques mois plus tard, le cas de Volodymyr Pavliuk a été classé comme « personne disparue ». Elle n'a toujours pas été élucidée à ce jour. Et c'est tout. Si vous avez aimé ces histoires mystérieuses, levez le pouce, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'indiquer si vous aimeriez voir la suite des histoires de disparition dans les Carpates. Vos commentaires nous incitent à raconter des histoires encore plus intéressantes et incroyables. Merci d'être avec nous et à bientôt.